Bien, on va commencer donc cette deuxième partie de séance plénière de la matinée. Sur un thème classique pour les congrès de Réhab qui est celui de l'organisation des soins. Ça va venir. Alors oui, on positive aussi pour le système de soins. Comme vous l'avez peut-être lu dans l'argument, nous sommes à la fois dans une situation précaire, très précaire, raison démographique, raison budgétaire, raison culturelle, et en même temps dans une situation très ouverte, avec la loi de modernisation du système de santé, avec l'article 69, avec les PTSM, les projets territoriaux de santé mentale, dont vous avez entendu parler sur chacun de vos lieux d'exercice. Bientôt, et Martine Vonner nous en parlera tout à l'heure, l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale qui peut permettre ce franchissement des frontières que nous attendons de nos voeux depuis longtemps. Et on nous dit, la parole est au terrain. Les querelles, on peut le penser, idéologico-théoriques, ou peut-être plus idéologiques que théoriques d'ailleurs, sont dépassées par un pragmatisme auquel tout le monde se rallie. Ça va bouger, si on veut. Alors que veut-on? Et à quel point le veut-on? Quel poids de conviction, de militantisme va-t-on mettre maintenant dans cette transformation attendue du système de soins psychiatriques? Alors, pour éclairer un peu l'avenir, nous avons voulu demander à deux acteurs engagés dans ces transformations, dans cette modernisation, de nous éclairer. Nous avons demandé à Bernard Jacob, qui conduit la réforme du système de soins psychiatriques en Belgique, de nous dire ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait et pourquoi ils ont, sinon réussi, au moins atteint de nombreux objectifs sur le chemin de l'aboutissement complet de cette réforme. Et nous avons demandé à Martine Vonner de nous dire comment aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, cette question se débat avec nos représentants et entre la haute administration et nos représentants. Nous entendrons Bernard Jacob une demi-heure et Martine Vonner interviendra une quinzaine, vingtaine de minutes, à la fois en réagissant aux propos de Bernard Jacob et en nous disant comment elle voit l'avenir de la psychiatrie dans notre pays, de la santé mentale en 2015 et pour les 5 ans qui viennent. La parole est à Bernard Jacob. Merci beaucoup, Madame la députée, Monsieur le Président, Madame la Présidente. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Autant le rétablissement est un des sujets qui nous passionne également, et je pense ici dans l'Assemblée à quelques collègues qui nous passionnent depuis de nombreuses années. Alors c'est vrai qu'en Belgique, on est peut-être les derniers à avoir tenté, ou à tenter en tout cas, de réorganiser l'ensemble du système des soins en santé mentale, mais vous verrez dans le cours de ma présentation qu'on est bien au-delà des soins en santé mentale, puisqu'on considère de plus en plus, et vu les années qui passent, que la santé mentale n'est qu'un des acteurs de la réussite, de l'insertion, du rétablissement. Et il faut voir les choses de manière beaucoup plus globale, ce qui nous demande du temps, qui nous demandera encore beaucoup plus de temps que prévu. Nous travaillons sur le sujet depuis 10 ans, et en effet, je suis depuis 10 ans avec les différents cabinets ministériels, le coordinateur fédéral de ces réformes de soins en santé mentale. Je vais vous parler aujourd'hui de notre modèle adulte, mais sachez que dans le même temps, nous réalisons le même exercice au niveau de la pédopsychiatrie, et après le rapport du Centre national d'expertise, nous commencerons l'année prochaine avec les seniors. Et vous comprendrez tout de suite qu'on ne parle pas de psychopathologie dans ma présentation, mais bien de groupes d'âge, les enfants et ados, les adultes et les seniors, et c'est certainement un élément important et une voie que nous avons
choisi dans la réorganisation de l'aide et des soins en santé mentale pour les personnes qui ont des problématiques au sens général, qu'elles soient légères, sévères ou chroniques. Je ne vais pas parler beaucoup de l'historique parce que je pense que ça ne vous intéresse pas, mais peut-être quand même des éléments clés ces dernières années. On a tenté, il y a quelques années, de lancer l'idée de retourner dans le milieu de vie, à savoir de considérer que le milieu de vie est l'endroit où il faut aider les personnes et que les services spécialisés ne sont utilisés qu'en cas de besoin et en cas d'extrême nécessité. On a aussi un élément très important sur lequel je reviendrai. Vous avez parlé d'un article. Nous, c'est un article de financement, en fait, qui est l'article 107, qui nous a permis de réaliser ce que nous sommes en train de réaliser. J'y reviendrai, c'est en 2002. Et des expériences qui ont été vraiment dans des projets pilotes. Nous sommes, je pense, les champions du monde des projets pilotes que personne n'analyse. Donc la ministre, cette fois-ci, a décidé de les arrêter et enfin de les rationaliser et de les remettre au service des services, et pas au service des chercheurs. Mais nous avons quand même pu, dans des projets thérapeutiques, considérer à quel point la concertation, c'est-à-dire la mise en complémentarité autour de l'usager des ressources qui sont nécessaires à rencontrer ses besoins, est un élément important. La participation des usagers et des proches dans tous les domaines de la réorganisation du système de soins en Belgique est un élément central. Et heureusement que je le dis, mais je n'ai pas ajouté pour aujourd'hui, le concept de réhabilitation psychosociale, du rétablissement, le recovery est devenu empowerment, est devenu un des éléments clés de nos travaux. Alors, ici, c'est un graphique qu'un médecin ici, psychiatre, aime beaucoup montrer quand il veut un peu provoquer la Belgique, à savoir que nous sommes aussi champions du monde du nombre de lits psychiatriques par 100 000 habitants. N'est-ce pas, docteur Roulant? Nous étions à 157 lits pour 100 000 habitants, ce qui, en 2008, n'était pas très sympathique pour la ministre de la Santé qui ouvrait la présidence de la conférence européenne et qui constatait, qui découvrait un peu la psychiatrie dans un état peu encourageant en tout cas, et qui a décidé de lancer des travaux assez importants en Belgique. Alors, pourquoi avons-nous voulu aller plus loin dans ces constats? Mais tout d'abord, l'expérience internationale. Nous avons été intéressés par toute une série de pays qui avaient mis en place des réformes à des niveaux locaux, je pense en France, des réformes plus nationales en Angleterre. Nous avons été au Québec. Peut-être vous dire que nous avons été au Québec avec les autorités. C'est peut-être important. Ce ne sont pas nécessairement des personnes qui ont été voir et qui ont rapporté. Ce sont les autorités qui se sont déplacées en Suisse, en Italie, en Hollande, bien sûr. On constate et on voulait absolument diminuer le nombre de séjours dans les institutions. On voulait travailler à cette notion de continuité des soins. C'est facile à dire, mais cette notion de flexibilité, de liaison entre l'institution, l'ambulatoire, le médico-social. Et il y a bien sûr cet élément important que nous voulions absolument démontrer, ou en tout cas mettre en place, c'est cette notion de prise en charge de proximité dans le milieu de vie. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'institutionnaliser des personnes et de ne pas se poser la question de savoir si ces personnes n'auraient pas une place plus adaptée dans leur milieu de vie? D'autres éléments qui sont l'évolution des cultures, on peut quand même dire et on peut quand même admettre qu'il y a une nouvelle représentation des problématiques de santé mentale malgré tout. Je vous le dis, je vous le redis, je le dirai encore, la place des usagers et des proches est un élément important. On ne pourra jamais changer un système de soins en santé mentale si on n'inclut pas la parole, mais pas seulement la parole, la décision, la critique des usagers et des proches dans les mécanismes que l'on met en place. Bien sûr, l'émergence des droits des patients, la valorisation des rôles sociaux, je le redis, et l'évolution de la société où la notion de citoyenneté est un élément particulièrement important. Alors, la Belgique est un pays un peu particulier, avec une politique un peu particulière, je pense que vous le savez. Ce qui est peut-être l'élément intéressant, et j'en disais deux mots à Madame la députée, c'est que cette réforme n'est pas uniquement l'affaire du fédéral. Nous avons décidé de mettre l'ensemble des compétences, tout niveau de compétences, dans un processus global et intégré, je vais vous le dire en deux mots, c'est-à-dire que l'ensemble des ministres qui ont la compétence de la santé mentale dans leurs compétences ont
signé un guide que je vais vous montrer, dans lequel ils engagent l'ensemble des services dont ils sont compétents, à tous les niveaux. Il faut savoir qu'en Belgique, ce sont 7 ministres différents qui ont les compétences de la santé mentale au niveau fédéral, des régions et des communautés, et 3 langues. Donc nous avons dû travailler d'abord au niveau ministériel, avec les détachés des cabinets ministériels des administrations, à écrire une proposition de plan d'action dans lequel tout le monde allait prendre une part importante à cette mise en place, avec bien sûr la vision qui est la même, avec bien sûr le planning qui est le même, avec bien sûr aussi la question du financement qui est un élément très important et que l'on oublie souvent quand on met un programme qui va durer des années en place pour une réorganisation globale. Donc vous voyez sur le petit sigle en dessous à gauche, on a la représentation du gouvernement flamand, de la communauté flamande, de Bruxelles, du fédéral, de la région wallonne et de la communauté germanophone, puisque nous avons aussi une communauté germanophone, ce qui fait bien un ensemble important de personnes à mettre autour de la table. Nous avons travaillé 7 mois, des jours et des jours, pour arriver à un plan stratégique commun. C'est un élément important. Et pour utiliser cet article 107, vous savez que nous sommes toujours une royauté, ça veut dire que le roi a encore de temps en temps sa signature en dessous de certains documents, les arrêtés royaux notamment, et il y en a un qui dit dans cet article 107 que le roi peut accepter une transformation, je vais vous le dire d'une autre manière, une transformation du dispositif institutionnel et hospitalier en une autre forme de soins. Et c'est cet article que nous avons été rechercher et retrouver et que nous avons utilisé et qui est resté dans le transfert des compétences, un article qui est au niveau fédéral, fédérateur, je vais dire, de tout le travail que nous sommes en train de mettre en place pour arriver à une conférence interministérielle, c'est-à-dire une rencontre particulièrement importante qui a rassemblé l'ensemble des ministres, une conférence interministérielle en 2010, et tous les ministres ont signé le même plan d'action au même moment, à la même heure, à la même minute. Ils se sont engagés après un travail minutieux, vraiment minutieux, dans le cadre notamment dans ce qui concerne les traductions, parce que vous savez que les traductions sont importantes, et l'engagement des différentes communautés et régions dans le processus que nous mettions en place. Petite anecdote quand même, et très très rapide si vous permettez. Le 26 avril 2010, c'est à 11h30 que l'ensemble des ministres ont signé, et à 15h, le roi remettait la démission du gouvernement, enfin le Premier ministre remettait la démission du gouvernement au roi, et c'est à ce moment-là que nous avons eu cette fameuse période de 540 et des jours que l'on dit sans gouvernement. Alors là, c'était un plaisir pour nous qui avions fait passer ça avant, de pouvoir travailler sans être ennuyés pendant toutes ces heures. Mais ça a été le socle vraiment. Donc, on va dire, est-ce qu'il ne faut pas de gouvernement pour travailler? Je n'irai pas jusque-là, mais parce qu'il y avait un gouvernement en affaires courantes, mais c'était quand même important parce que budgétairement et dans les engagements, on ne pouvait pas refaire des allers-retours. Ça nous a vraiment aidés. Et c'est ce, je vais dire, fameux guide vers de meilleurs soins en santé mentale. Le titre n'était peut-être pas bien choisi parce que Didier Meyer, ça veut dire que c'était pas très bien avant. Bon, mais disons qu'on apprend aussi. C'est un plan stratégique. Pardon? C'est ça qui a fait tomber le gouvernement? Non. Ce n'est pas ce guide qui a fait tomber le gouvernement, mais c'est quand même, et c'est bien que ça vienne de la santé et de la psychiatrie, que l'ensemble des cabinettards ont travaillé sur un même dossier. Et ça a été pointé quand même à certains moments qu'on n'est pas quand même tous à côté de la plaque en psychiatrie. Alors, quelle est en fait la vision de cette réforme? Et ça, c'est vraiment important, et je vais vous expliquer en 2 mots les mots. C'est cette notion d'approche globale et intégrée. Il faut bien comprendre ce que nous entendons par approche globale et intégrée. L'approche globale et intégrée, pour nous, c'est l'inclusion de tous les domaines pertinents dans une politique dans laquelle toutes les actions sont également mises en concordance. Et c'est à ce moment-là que l'on se rend compte déjà qu'on va dépasser le domaine de la santé mentale, qu'on va peut-être arriver dans le domaine de la santé générale et qu'on va certainement arriver dans d'autres domaines qui sont importants, en tout cas pour réorganiser le secteur.
Global, ça veut dire que c'est tout compris. On va travailler sur tous les aspects de la thématique santé mentale. Ça demande naturellement une approche intégrée. Et l'intégré, c'est vraiment tous les acteurs, tous les services pertinents. C'est une approche horizontale parmi tous les secteurs et une approche verticale parmi tous les niveaux de compétences. Ça veut dire que vertical, ça veut dire que ce sont tous les ministres, qu'ils soient fédéraux, régionaux, communautaires. C'est l'aspect vertical. Et l'aspect horizontal qui est aussi important, c'est qu'à un moment donné, on a dû mettre autour de la table les autres ministres, qui sont ceux de l'emploi, par exemple, de la formation, du logement, de la justice, qui vont tout doucement s'intégrer et signer des protocoles d'accord pour rentrer dans cette vision globale et intégrée qui fait que chacun a un rôle dans une complémentarité pour permettre à des personnes d'avoir une aide globale, une aide totale en fonction de leurs besoins et pas en fonction des niveaux de compétences ou des niveaux institutionnels. Et ça, c'est vraiment un élément qui, pour moi, est important dans un travail. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de frustration. On doit redescendre absolument le niveau, un peu d'être plus humble, un peu plus de modestie et se dire que ce n'est pas un domaine qui va réussir l'ensemble, mais c'est que l'ensemble des domaines, dans la complémentarité, vont en tout cas réorganiser un système qui est fixé sur les besoins des personnes. Dans un point de départ, nous avions considéré que sur une zone, un territoire donné, il fallait 5 types d'acteurs au minimum pour avoir un système de soins en santé mentale dans un premier temps qui pouvait permettre à chaque personne qui a une problématique de santé mentale, qu'elle soit légère, sévère ou chronique, d'avoir une réponse à ses besoins. Je vais vous citer rapidement ces 5 acteurs. Vous allez vous reconnaître là-dedans, bien évidemment. Le premier secteur d'activité, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dénommé des services ? C'est parce que, je l'ai entendu hier ou avant-hier ou tout le temps ici, il y a des tas d'expériences novatrices, il y a des tas de personnes qui ont des idées extraordinaires, que si on ne prenait que des services qui sont reconnus, eh bien, on aurait peut-être mis de côté toute une série d'idées extraordinaires qui viennent du terrain et parler de secteur d'activité plutôt que de services permettait l'ouverture et d'intégrer tout le monde dans ce dynamisme. Donc, le premier secteur d'activité, c'est tout ce qui concerne la prévention, la promotion des soins en santé mentale, la détection précoce, l'établissement du diagnostic. Nous sommes dans la première ligne de la santé mentale. Vous savez à quel point la détection précoce est importante, et encore plus chez les enfants. Je vais passer. Le deuxième, c'est tout ce qui concerne justement la réhabilitation et l'insertion. Donc, sur chaque secteur d'activité, nous devons avoir des acteurs de l'insertion et de la réadaptation. Il ne faut pas que les personnes qui ont des problématiques de santé mentale tournent en permanence dans les secteurs de soins. Il faut à un moment donné qu'ils puissent en sortir et réintégrer, retrouver un rôle social. Et je pense que c'est bon et possible pour toute personne qui a une problématique de santé mentale. Nous en avons tout doucement, j'ai été trop vite. Nous en avons tout doucement l'exemple. Les unités intensives de traitement résidentiel, ce sont les hôpitaux, tout ce qui est institutionnel. Notre réforme n'a rien à voir avec la réorganisation en Italie. Nous n'avons pas l'intention de fermer les hôpitaux psychiatriques, pas du tout. Nous avons l'intention de réorganiser les hôpitaux psychiatriques. Et peut-être un élément important, je ne crois pas qu'en Italie, on ait fermé les hôpitaux psychiatriques. On a fermé les portes d'entrée des hôpitaux psychiatriques. C'est différent. Et en Belgique, on ne va pas fermer les portes d'entrée. On va réorganiser la porte d'entrée des hôpitaux psychiatriques. Est-il nécessaire qu'une personne aille à l'hôpital psychiatrique si la réponse peut être en amont dans des services communautaires ? Mais il y aura toujours peut-être besoin, à certains moments, pour une certaine période, un peu courte peut-être, le besoin des institutions. Tout ce qui est en quatrième, je dirais, secteur, c'est tout ce qui est le logement. On ne peut pas travailler à la santé mentale communautaire si on n'a pas réfléchi de manière importante à la question du logement. C'est peut-être pour le moment chez nous le tendon d'Achille, parce que c'est vrai qu'il manque de logement. Il manque de logements adaptés et il manque de logements en général. Donc nous devons là aussi aller chercher toute une série de pratiques nouvelles et nous devons aussi, à tous les niveaux, pas seulement au niveau fédéral, mais des régions communautés qui ont ces compétences, de devoir réorganiser peut-être leur système. Et alors, les seules choses qui sont nouvelles en fait dans cette réforme, et pour moi
Ce n'est pas une réforme, c'est une réforme des cultures, mais c'est une évolution du système. Ce que nous avons de nouveau, c'est, par tous nos petits voyages à travers l'Europe et le monde, c'est cette notion d'équipe mobile. Et c'est là que revient l'article 107. L'article 107 nous permet tout simplement de geler ou de fermer des lits psychiatriques et d'utiliser les moyens que nous récupérons par la fermeture des lits psychiatriques pour les transformer en équipe mobile. Et au début, naturellement, c'était quelque chose d'un peu révolutionnaire pour les hôpitaux. Maintenant, avec le temps, ils s'y habituent. Mais c'est cette notion d'avoir, en plus, c'est ce qui nous manquait, il semblait que c'était ce qui nous manquait, cette notion d'équipe mobile de crise, donc qui vont travailler, psychiatres y compris, dans la communauté pour traiter la crise. Ce n'est pas l'urgence, on ne va pas discuter là-dessus, c'est encore autre chose. Et les équipes longue durée qui vont peut-être jouer un rôle de soutien à un programme d'insertion professionnelle ou de réhabilitation d'une personne qui est là dans une structure, par exemple, de formation. Donc on s'inscrit bien dans la complémentarité et dire donc que ces cinq niveaux, je vais dire, la première ligne, les équipes mobiles, la réhabilitation, l'institutionnel et le logement, sont, dans chacun des territoires où on a démarré, les éléments de base pour démarrer un réseau, puisqu'on va parler de ça, un réseau de soins en santé mentale. Et c'est cette approche globale et intégrée qui nous a amené à l'idée de construire des réseaux. Mais je dis des réseaux opérationnels, c'est-à-dire que notre vision est d'avoir une coordination d'un réseau opérationnel, pas je connais un tel et je travaille avec un tel. Non, c'est l'ensemble du dispositif, je vous le redis, du fédéral des régions et communautés qui, au niveau local alors, traduisent la politique et la vision que nous avions créée au niveau politique et des administrations, et avec leur vision locale, je le remets, puisque ce n'est pas la même chose dans la ruralité, dans la ville de Bruxelles, à Anvers ou dans le Luxembourg, avec cette vision globale qui est implémentée sur l'ensemble du pays et par des réseaux territoriaux que je vais vous décrire plus loin, il faut avoir cette dynamique. Donc ce n'est pas uniquement la vision d'avoir des équipes mobiles qui vont venir en plus et compléter le dispositif, c'est l'ensemble du dispositif qui va rentrer dans la mobilité. C'est différent de considérer qu'on va mettre des équipes mobiles où rentre le système mobile. On a institutionnalisé le communautaire chez nous en Belgique ces dernières années, on a institutionnalisé les services, rigidifier les conventions des services de santé mentale communautaires, on revient un petit peu en arrière, on rentre dans la notion de flexibilité, on rentre dans l'idée que c'est l'usager qui va construire sa trajectoire de soins et d'aide en fonction des ressources qu'il a besoin, et ainsi les ressources vont se mettre à la disposition de l'usager. Mais il faudra toujours, dans un premier temps, qu'il y ait ces 5 ressources. Et on arrive alors, quand on a un réseau structuré, organisé, qui a construit ces méthodologies qui sont propres à son territoire, on arrive à retourner alors le dispositif du système autour de l'usager, autour de l'individu, qui va utiliser les ressources en fonction de ses besoins, avec des outils que vous connaissez mieux que moi, notamment le plan de soins ou le plan de service individualisé, où on dit tout simplement qui fait quoi quand, l'idée étant qu'un usager doit être au bon moment à la bonne place, quelle que soit sa porte d'entrée dans le système. Et ça, c'est aussi important, parce que maintenant, enfin avant chez nous, je ne sais pas si c'est différent chez vous, on met sur une liste d'attente et on dit on vous verra dans 3 mois. On prend dans l'hôpital, on met dans un lit, et puis on voit après 15 jours le psychiatre. Enfin, j'exagère peut-être, mais c'est peut-être ça. Ici, l'idée est de se dire, est-ce que vraiment la porte d'entrée est la bonne? Est-ce que je ne dois pas directement intégrer d'autres partenaires dans la complémentarité pour trouver les bonnes ressources pour cette personne? Qu'elles aient des problématiques légères ou complexes. Il ne faut pas toujours se focaliser sur le petit pourcentage des problématiques complexes. Rappelez chez nous cette notion de personne de référence, le case manager, j'en ai entendu aussi quelques idées ici, cette notion d'une personne qui va s'assurer que le plan-programme individualisé est bien réalisé, il connaît l'usager, il connaît le projet, il connaît les différents intervenants et il s'assure que le plan de service est mis en place. Cette fonction est
maintenant valorisé financièrement dans notre nouveau système. Rappelons aussi qu'on a un libre choix de l'usager chez nous, en Belgique. Ça veut dire que ce n'est pas la psychiatrie de secteur comme chez vous. Chez nous, on peut consulter n'importe où, n'importe quand. Ça rend les choses un peu plus complexes dans la trajectoire des soins et dans la... Je ne vais pas vous rappeler ce qu'est le plan de service individualisé, vous le savez aussi bien que moi. Donc peut-être vous dire que cette réforme dont on parle beaucoup, en tout cas chez nous en Belgique, c'est une transformation d'une partie de l'offre résidentielle, je vous le disais, fermer des lits psychiatriques petit à petit, sans brusque, transformer, récupérer les moyens par la fermeture des lits en termes de personnel, former ces personnels et mettre en place des équipes mobiles qui vont venir compléter l'offre qui existe depuis très longtemps dans le secteur communautaire, depuis 50 ans, qui sont tous ces services implémentés, petites structures, et organiser la complémentarité de l'offre. Mais encore, il faut, et ça c'est important, maintenir autant que faire se peut les personnes dans leur lieu de vie. Pour nous, c'est vraiment un challenge. On est pour le moment dans le croisement de cet objectif, sortir les personnes des hôpitaux qui ne doivent plus y être et éviter que d'autres ne rentrent, sauf naturellement quand elles en ont un besoin. Excusez-moi. Et avec une action, et je vous promets que je n'ai pas écrit ça, d'autres m'ont déjà entendu bien avant, avec une action visée sur le rétablissement. C'est le fil conducteur de notre réforme. Ce n'est pas l'affaire d'un service ou d'un autre service, c'est l'affaire de la réorganisation du système des soins en santé mentale. Et ça, c'est compliqué à faire passer dans certains esprits ou dans certaines têtes de certaines personnes, qu'elles viennent de l'institution ou non. C'est cette idée qu'une personne, quelle que soit sa problématique, quelle que soit sa pathologie, on va tabler sur ses compétences et l'aider à mettre toutes les ressources pour la tirer vers l'insertion, le rétablissement, et on s'arrêtera là où elle le veut, où elle le peut. Ça veut dire, et ça c'est vraiment important, que si vous voyez notre départ où nous avions les 5 acteurs des soins en santé mentale qui étaient important et qui était pour nous, quand on a commencé au niveau du niveau fédéral des secteurs de soins, de réorganiser les soins en santé mentale, d'autres acteurs sont venus se mettre autour de la table au niveau des politiques, mais aussi au niveau du terrain, à savoir les acteurs de la vie sociale, de la formation, de l'emploi et du travail, de la vie culturelle, des sports et des loisirs, du logement et des soins primaires, c'est-à-dire tous les médecins généralistes et les soins à domicile réguliers. C'est important d'avoir la société comme étant un des acteurs au centre du dispositif de la réorganisation des soins en santé mentale. C'est vraiment important. Nous on dit bourgmestre, vous dites maire. C'est quand même là, c'est quand même dans cette vie, quand on parle de psychiatrie et de santé mentale communautaire, c'est quand même là que les choses se passent. Ce sont des acteurs que nous devons attirer avec nous. Naturellement, la discussion change. On n'est plus entre spécialistes d'écoles de santé mentale ou de psychiatrie. On est dans la réalité d'essayer de trouver une formule collective pour aider des personnes qui ont des problématiques de santé mentale. Je vais essayer d'aller vite. Voici peut-être ce qui serait tiré d'un... On ne voit pas très clairement, mais tiré de nos amis anglais, ce qu'on souhaiterait en tout cas arriver, où vous voyez le domicile de la personne, avec toute l'aide qui est l'aide classique, l'aide que vous pouvez avoir, vous et moi, la culture, la bibliothèque, tout est là, et plus on a besoin de soins spécialisés, mais vous aussi, et moi peut-être aussi, et peut-être que je les ai, peut-être que demain, il faudra que je me dépêche d'aller voir mon spécialiste, mais eh bien, tout ça est autour et n'est utilisé que quand c'est nécessaire, avec toujours cette possibilité et cette volonté d'avoir la possibilité de revenir dans son domicile. Mais l'aide doit être prête, l'aide doit être organisée. Ce n'est pas remettre tout au domicile et la charge aux parents, l'aide doit être structurée, organisée. C'est en fait, d'une manière aussi que vous connaissez bien, et je vous invite à toujours suivre
les propositions de l'OMS, c'est cette pyramide que vous connaissez, je ne vais pas y aller. Nous sommes en train d'essayer de la réorganiser et de mettre en tout cas les efforts, non pas uniquement financiers, mais les efforts aussi de responsabilité au personnel même, à la communauté, aux services de première ligne non spécialisés, pour arriver alors, pour ce petit pourcent, à... Et ce n'est pas une opération d'économie d'argent, c'est une opération blanche que nous sommes en train de faire. Ça coûte de l'argent, on ne peut pas faire autrement, on nous l'avait dit au départ, si vous voulez. Ça coûte de l'argent, mais à un moment donné, il n'y a pas du tout de souhait de récupération. Je vais vite, Monsieur le Président. Donc c'est surtout un changement de culture important, je pense que c'était le titre. C'est vraiment un changement de culture. Imaginez qu'un système de soins est organisé pour les besoins des personnes et non pas pour le besoin des institutions ou des professionnels, je peux vous dire que c'est un changement de culture. Et je prends des risques en disant ça. Je l'ai dit des dizaines de fois en Belgique. Je n'ai plus une place où aller en psychiatrie en Belgique si jamais j'avais un réel problème. Donc je viendrai chez vous. Je viendrai chez vous parce que je ne pense pas que je serai reçu de la meilleure manière. Et ça demande du temps. Ça demande du temps. Et il faut laisser au temps, il faut laisser pour le changement le temps. C'est violent de faire des changements dans des temps tout à fait réduits. Je l'ai vécu en suivant la réforme de la psychiatrie en Grèce pour la Commission européenne. Changer en 6 mois un système hospitalier en un système communautaire, c'est violent. Parce que je pense que tout le monde travaille à son niveau, avec la croyance de ce qu'il fait, donc il faut du temps. Et ça demande de la formation. Nous avons un budget formation qui est gigantesque, qui est vraiment gigantesque. Ce sont des millions d'euros, je vous dis des millions d'euros, que nous injectons dans la formation de tous les acteurs du système, avec l'apport des équipes scientifiques et avec surtout aussi l'apport international qui nous suit toujours, transnational, et l'apport des expertises locales. Je pense qu'on va souvent voir à l'extérieur ce que l'on a d'extraordinaire chez soi. J'irai vite, si vous voulez, pour parler des recommandations des usagers et des proches. Nous avons également mis, et vous le savez, je l'ai entendu aussi, c'est une phrase qu'ils disent en permanence, rien de ce qui nous concerne sans nous concerner. On doit réorganiser en fonction des besoins. Nous avons aussi mis des budgets considérables aux fédérations et associations d'usagers et familles pour qu'ils nous donnent des recommandations, des proches sur les différentes étapes. Ils sont reçus par la ministre tous les 6 mois pour dire, nous, usagers et familles, nous pensons que ça est bon, mais que ça, vous avez encore beaucoup de travail à faire et d'exercices à faire. Ils agissent à tous les niveaux, mais je vais passer très vite. Pour terminer, c'est l'empowerment naturellement, vous connaissez. Si on parle d'empowerment, si on parle de récupération du pouvoir d'agir par les personnes, je pense qu'il faut les impliquer à tous les niveaux, au niveau micro, au niveau méso, et au niveau macro. Je pense au niveau macro, c'est le niveau politique. Il faut qu'on les écoute absolument. Il faut que dans les institutions, il y ait des conseils d'usagers, des mouvements d'usagers. Et au niveau micro, bien sûr, ils ont à dire ce qui est important pour eux dans les programmes. Donc voilà, toute la Belgique maintenant est couverte par cette réforme. Ce sont les territoires. Et je pourrais vous parler des équipes mobiles, mais ça vous ennuierait peut-être. Simplement pour vous dire que les équipes mobiles, pour nous, c'est 12 équivalents temps plein pour une équipe mobile de crise et 9 équivalents temps plein pour une équipe longue durée. Donc c'est imposant, c'est pas rien, quoi. On rêve. Comment ? On rêve. Oui, mais ce sont des moyens qui ont été... Ce sont des moyens qui ont été repris dans la transformation des hôpitaux. On n'a pas mis des moyens complémentaires. Vous dire aussi que nous sommes bloqués pour le moment, ça c'est la petite blague, Monsieur le Président, nous sommes bloqués pour le moment pour continuer par la fonction médicale. Les psychiatres voudraient un peu plus d'argent que ce que l'on redonne. Et voilà, nous avons réalisé un manuel des pratiques innovantes, puisque l'OMS suit notre réforme depuis le début, et nous avons un manuel des pratiques innovantes qui est lié. Et vous dire aussi, pour terminer très vite, que, en effet, nous sommes dans le même travail pour la réorganisation des soins en santé mentale en pédopsychiatrie pour les enfants et les adolescents.
le même guide, la même stratégie, la même vision des acteurs différents. Je vous remercie en tout cas. Merci pour ce message très réconfortant d'espoir et de dynamisme. Vous avez bien compris que notre question, c'était comment on réussit le changement. Et dans les éléments que vous avez apportés, je pense que l'un des éléments les plus forts, peut-être, c'était la question de l'interministériel, la question de faire adopter, au fond, par toute une collectivité politico- professionnelle, la mise en place d'une architecture et d'une vision globale et intégrée qui est portée par un interministériel. Et donc je me tourne vers Martine Vonner. Est-ce que c'est ça la solution ? Merci beaucoup. Alors, j'ai eu un moment d'hésitation. Je me dis, la pression est tellement grande avec les moyens qui sont mis de l'autre côté de notre frontière. Peut-être qu'il vaut mieux que je m'échappe avant que vous me disiez à quel point votre quotidien sur le terrain est difficile. Alors, peut-être, je vais commencer par me présenter parce que, chers confrères, vous ne l'avez pas dit, quelle est ma légitimité ? Quelle est ma légitimité d'être là devant vous ? C'est que très modestement, avant d'être parlementaire, alors je suis une toute nouvelle parlementaire, ça fait même pas encore un an que je suis élue, puisque ça sera le 18 juin, je suis psychiatre. Voilà, alors j'allais dire ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui on parle de psychiatrie, et vous allez voir à quel point le chantier est énorme. Et c'est vrai que ce que Denis m'a donné là comme relais, vous allez voir que je ne vous révèle pas tout de suite ma conclusion, mais voilà, c'est sans doute l'objectif à atteindre. Avant de commencer, une question. Est-ce que ce programme a été contraint forcément par un programme de réduction des lits ? Parce que vous nous avez dit que vous avez commencé à 185, c'est ça, hein ? 157 lits pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, en France, on est, public, privé, tout confondu, à 85 lits pour 100 000 habitants. Donc, on est... voilà, les chiffres sont assez différents. Mais est-ce que, du coup, là, l'objectif à atteindre, c'est aussi la réduction des lits ? Et puis après... L'objectif, en effet, est de réduire les lits, mais pas avec une réduction, comme je le disais, financière. C'est de dire que l'utilisation peut être autre. Donc ça veut dire que quand on crée des équipes mobiles sur la fermeture de lits, les moyens financiers restent à l'hôpital. Donc il n'y a pas de perte pour l'hôpital, mais il y a simplement une transformation de l'offre de l'hôpital. D'accord. Et on voit que cette transformation, elle change aussi la mentalité à l'intérieur de l'hôpital, pas seulement au niveau des équipes mobiles, mais c'est tout l'hôpital. Donc là maintenant, on en a fermé, c'est pas énorme, on en a fermé 1400, et pour arriver à notre objectif, on devrait encore en fermer tout autant, pour arriver à avoir le nombre d'équipes mobiles et les équivalents temps plein sur toute la Belgique. D'accord. Donc c'est un processus long. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous dire à quel point je suis contente là, d'être là, parce que alors, dès qu'il y a un titre avec du positif, moi, ça me parle bien. Bon, c'est vrai que j'aurais bien voulu être là déjà depuis le début de votre congrès, mais bon, les travaux parlementaires font que je ne suis là qu'un petit moment avec vous. Et puis, je me suis dit, c'est peut-être le champ où, enfin, on a un peu moins de retard que d'habitude sur la Belgique. Parce que quand même, là, vous avez peut-être participé, vous, aux états généraux de la bioéthique, vous avez répondu sur Internet, peut-être. En tout cas, là, on va attaquer ça en deuxième partie de travaux parlementaires. Et on sait à quel point la Belgique a plus que 15 ans d'avance sur nous, dans l'accompagnement de la fin de vie, dans l'accompagnement de la procréation médicalement assistée, etc. La reconnaissance, enfin nous on y est, des mariages homosexuels. Et là je me suis dit, dans ce champ de la santé mentale, peut-être qu'on a de quoi être un peu... On va quand même regarder, on va voir comment et à quel moment on va regarder de l'autre côté de la frontière. Mais peut-être qu'on a un peu moins de retard. Et là, en vous écoutant, je me dis, allez, c'est pas 15 ans comme dans les autres champs, mais on a quand même encore beaucoup de chemin à faire. Mais là où c'est extrêmement positif,
vous allez le comprendre, on est dans une espèce d'alignement d'étoiles qui n'a rien du tout à voir avec le président. Hein. Je ne fais pas du tout de prosélytisme, pas du tout. Mais cet alignement d'étoiles, et Denis l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est autour des différents textes et autour du travail du législateur qui a été fait depuis quelque temps. Et aussi peut-être, et c'est comme ça qu'on arrive à inventer, et c'est comme ça qu'on est souvent très bon, et je fais un petit peu dans la provocation, c'est quand on manque de moyens qu'on arrive souvent à se réinventer. Et je crois que si sur les territoires, aujourd'hui, dans votre quotidien, vous arrivez... Non, mais voilà, je fais de la provocation, parce que l'idée n'est pas de vous dire que demain, vous allez avoir encore moins de moyens, surtout pas. Mais je veux dire, quand on a moins de moyens, on se parle, on essaye de regarder ce que fait l'autre, et on avance vers l'autre dans la question de la complémentarité. Alors, quelques petits rappels, je ne vais pas vous refaire, on ne va pas repartir des années 60, de la sectorisation, on va perdre beaucoup trop de temps, mais j'ai quand même, on va dire, gardé quelques dates clés. 2005, et on va y revenir. 2011, 2013, en fait, on a plutôt regardé quelque chose autour des soins sans consentement, etc. Là, on n'y reviendra pas. 2008, quelque chose qui est presque passé inaperçu, à bas bruit, mais les conseils locaux en santé mentale, c'est déjà quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis l'évolution, et là on a, voilà, 2016, la loi de modernisation avec le fameux article 69, la stratégie nationale en santé 2017, là, fin d'année 2017, et tout ce qui arrive et l'avenir qu'on va regarder et que je vais vous exposer assez rapidement. 2005, la reconnaissance enfin du handicap psychique. Et là, on aurait pu se dire, mais tout va aller bien dans le meilleur des mondes. Enfin, on parle de handicap psychique. Enfin, on arrive à nommer la personne en souffrance psychique. Et en fait, ça a quand même été drôlement décevant. Ça a quand même été drôlement décevant parce que, certes, on a réussi à nommer handicap mental, handicap moteur, handicap psychique. Aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai fait un test à l'Assemblée. Je suis commissaire aux affaires sociales. Donc la question des affaires sociales, on se dit que les députés qui sont dans la commission des affaires sociales, ça leur parle quand même un tout petit peu, la santé, cette question-là. J'ai fait un petit sondage. 90% de mes collègues ne savent pas la différence entre le handicap mental et le handicap psychique. C'est absolument effrayant. On est là quand même en tant que législateur avec une responsabilité énorme et on ne sait pas, pour beaucoup, de quoi on parle. Donc c'est déjà quand même extrêmement significatif. Donc vous voyez que y a du travail. Il y a du travail à faire et il y a du travail à faire et là je pense, et on va y revenir, comment on pourra le faire ensemble. Parce que c'est aussi les usagers, vous les professionnels de terrain, qui devez faire grandir les élus et les législateurs. Quand on regarde un petit peu, quand on fait un petit bilan vite fait de ces années, on va dire 2005-2016, en France, on en est toujours à des difficultés de repérage des troubles psychiatriques, des difficultés de repérage de la souffrance, des difficultés d'orienter les personnes vers le bon interlocuteur, de qui on a besoin. Et là aussi, je vais faire un petit peu de provocation. La plupart du temps, on n'a pas besoin du médecin psychiatre. Et là, c'est de la provocation pour les confrères. Parce que toutes ces années où le modèle français quand même a eu du mal un petit peu à bouger et à évoluer, c'est bien parce que la toute-puissance médicale, et ça je le dis à d'autres confrères pour d'autres spécialités, la toute-puissance médicale du psychiatre qui n'a pas voulu faire évoluer le système vers quelque chose de l'ordre de la tarification un petit peu différente, quelque chose de l'organisation sur les territoires de santé où la porte d'entrée doit être en effet la consultation médicale avec ma pauvre dame, pour votre enfant en pédopsychiatrie, ça sera dans 1 an dans certains territoires de santé,
ou en psychiatrie d'adulte, on a un petit peu plus de chance, ça sera dans 1 mois, dans 2 mois. Encore une fois, je fais dans la caricature, mais je crois que si on veut avancer, il faut qu'on arrive à se dire les choses. Il faut qu'on arrive à se les dire pour pouvoir faire avancer le système qui serait peut-être de la confiance. De la confiance dans la parole de l'usager, de la confiance dans les professionnels, infirmiers. Alors moi, je suis très très ancienne, hein. J'ai fait ma psychiatrie au siècle dernier, où j'ai encore connu les infirmiers psy, la formation des infirmiers psy. Il y avait une véritable reconnaissance de ce métier. Bon, ça a disparu. C'est pas pour autant que les infirmiers en service de psychiatrie aujourd'hui, ou dans des réseaux, ou dans des organisations de psychiatrie, sont moins bons. Mais peut-être que comme ils n'ont pas l'étiquette infirmier psy, peut-être que là on se dit, mais est-ce qu'il est suffisamment bien formé ? Est-ce que moi, psychiatre, je peux faire confiance ? Est-ce qu'un infirmier psy, avec un psychologue, peut être en interface de première ligne ? Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que le constat, c'est quoi ? En 2030, on sera de nouveau très confortable avec les médecins. Vous savez, il faut 10 ans pour en fabriquer, hein. Là, il en manque partout des psychiatres, sur tous les territoires. Il en manque partout des psychiatres. Et surtout dans la psychiatrie de secteur, dans des endroits un petit peu de campagne, reculés. Je regarde mon confrère, je pense qu'à Lyon-Centre, on n'est pas trop mal. À Strasbourg, j'en parle même pas, puisque c'est toujours la ville après New York où on a un taux de psychiatres le plus important, en ratio par rapport à la population. Je ne vous ai pas dit, je suis élue du Bas-Rhin et j'ai fait ma psychiatrie à Strasbourg. Voilà, pour des questions d'emprise lacanienne. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, il en manque partout. Et si on n'arrive pas à se réinventer et à sortir de cette organisation-là des soins, ça ne va pas le faire. Et il me semble, encore une fois, et vous allez voir où je vais en venir, que vous avez non pas même à, j'allais dire, rester dans votre champ de la psychiatrie, mais vous allez même, il me semble, avoir à montrer comment vous êtes capable, et vous avez su travailler depuis longtemps en équipe pluridisciplinaire, et comment vous allez pouvoir guider même les autres spécialités. Parce qu'on arrive réellement à une véritable, j'allais dire, révolution copernicienne, transformation du système de santé. On y arrive. J'ai dit que j'allais faire court, j'ai passé que 2 fiches et j'en ai 15. Non, je vous rassure, vous avez tous très faim, donc je vais un petit peu accélérer. Ce que je voulais dire, c'est qu'en 2008, en effet, j'allais dire les puissances publiques se sont dit que peut-être, en effet, ils avaient commencé à écouter la parole de l'usager, qu'il fallait aller recomposer, parce que quand même, on a d'éminents confrères qui, depuis très longtemps, ont travaillé la question du secteur, mais dans son sens le plus noble du terme, justement, de la prévention aux soins aigus, à la prise en charge, on va dire, sur un temps un peu plus long, sur la réhabilitation, sur les équipes mobiles, etc. On a avancé, puis on a de nouveau reculé. Vous vous souvenez peut-être pour les anciens, il y a eu un moment où on avait des équipes mobiles assez pléthoriques, on avait des infirmiers qui faisaient des VAD, etc. Puis d'un seul coup, l'hôpital a tout récupéré. L'hôpital s'est vraiment recentré sur lui-même. Parce que je pense qu'il y a eu quelques erreurs politiques. Je pense que certains se sont un petit peu pris les pieds dans le tapis et qu'on a de nouveau dit que celui qui devait tout réorganiser sur un territoire de santé, voilà, à partir du moment où il y a un cadre, où il y a un mur, où il y a des murs, l'hôpital, c'était assez rassurant. Donc on s'est dit que c'était l'hôpital qui, de nouveau, sur un territoire de santé, devait réexpliquer comment aménager la prise en charge du patient psy sur un territoire. Et là, je pense qu'on a perdu facilement, c'est là qu'on a perdu nos 10 ans, parce que c'est là qu'on a fait marche arrière. Puisque vous êtes entre 2 fiches, je vais faire un petit point d'ordre. Ne vous inquiétez pas, il reste à manger. Et on se donne 10 minutes un petit peu plus que la fin de la session, parce que on a commencé un petit peu en retard et puis les sujets sont importants, mais de toute façon, vous aurez la possibilité d'aller chercher votre panier repas ensuite. Ne vous inquiétez pas. On arrive, alors je fais un saut rapidement, et on arrive à la loi de modernisation 2016.
c'est génial cette loi de modernisation 2016. Là, on commence à parler de projet territorial en santé mentale, le fameux article 69, on parle de projet médical de territoire, on parle de démarche globale, de prévention, de soins. En fait, on réinvente la définition du secteur. Mais comme on l'avait complètement oublié, complètement mis un peu loin... Pardon ? Bien sûr, gommé, tout à fait, vous avez raison. Et là, le législateur, voilà, il arrive avec cette loi. Très bien, 2016, c'est hier. Qu'est-ce qui s'est passé en réel? Beaucoup de choses. Vous savez que vous avez ce cadre-là qui sous-tend la possibilité de votre travail. Mais je suis arrivée, là, puis j'entendais, mais comment on fait pour acheter un logiciel? Comment on fait pour avoir des budgets? Comment? Alors la question n'est pas toujours de frapper à la porte uniquement pour avoir le budget qui va bien. Parce que là aussi, il va falloir qu'on arrive à se réinventer. Mais il me semble que la question, et c'est là que vous allez comprendre pourquoi je positive et pourquoi je vais essayer de vous faire sortir avec la banane jusque-là pour aller manger, c'est que le législateur vient de se donner les moyens et surtout de vous donner les moyens. C'est tout bête. On a voté dans le projet de loi de finances, on était à peine arrivés, les nouveaux députés, quelques-uns venant comme moi, de la vie citoyenne, de la vie civile, on a été très stigmatisés, mais n'empêche qu'on connaît le terrain. Et on savait que si on n'était pas capable de dire « faisons confiance », et s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est la confiance aujourd'hui du politique, et ça commence à venir à tous les niveaux, dans les acteurs de terrain. C'est vous qui savez, c'est vous qui avez la connaissance de votre périmètre, c'est vous qui avez la connaissance de votre territoire, c'est vous, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez en ville, que vous soyez dans une structure sanitaire, que vous soyez dans une structure médico-sociale, que vous soyez, et j'en reviens juste sur mon illustration des conseils locaux en santé mentale, vous êtes aujourd'hui capable de parler avec la ville. Vous êtes capable de discuter, et c'est là qu'on a commencé à discuter les parcours et les cas complexes avec ces interlocuteurs-là. Et aujourd'hui, dans la loi de finances, là on rentre dans des choses un peu techniques, mais dans la loi de finances de 2018, on a enfin, dans le fameux article 51, qu'est-ce qu'on a dit? Parce que comment ça fonctionne aujourd'hui? Les ARS, alors je sais pas, il y a peut-être des représentants de l'ARS Rhône-Alpes ici. J'ai travaillé pendant 12 ans en agence régionale d'hospitalisation. Donc je sais de quoi je parle et je sais que je peux être un tout petit peu critique. Parce qu'aujourd'hui, l'évolution quand même extrêmement administrative, nous n'ont pas peur des mots. Puis en plus, le territoire, parce que votre région Rhône-Alpes, elle a absorbé l'Auvergne, mais il y en a d'autres. Et quand je parle de la mienne, c'est quand on prend l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, on a un truc assez quand même conséquent. Mais je ne dis pas qu'il faut en sortir, je dis juste qu'il faut apprendre à retravailler de façon qualitative et efficiente dans ce nouvel environnement. Et comment on travaille? En inversant, parce qu'aujourd'hui, je regarde quelques confrères, on se connaît bien, les projets, quand vous en avez. Et vous en avez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas réveillé un matin en disant moi je vais pondre un truc génial. Et non, parce que vous savez quels sont les besoins de vos équipes. Vous savez quels sont les besoins surtout des patients que vous prenez en charge. Vous savez ce qui commence à marcher. Pourquoi? Parce que vous avez bricolé dans un coin, parce que justement, vous n'aviez pas beaucoup de moyens. Donc vous avez commencé à co-construire. Vous avez commencé à faire un projet en complémentarité. Mais ce projet, quand il ne rentre pas dans la case du dossier qui doit répondre vachement bien à l'appel à projet qui vous a été imposé par l'Agence régionale de santé, et bien là, il y a un sacré hiatus. Et ce hiatus-là, la loi de modernisation, par son article 69, ne l'a pas fait sauter. C'est toujours la hiérarchie et c'est toujours le truc qui descend. Mais nous, ce qu'on vote là, ce qu'on a voté dans ce fameux article 51, c'est vous dire il faut que vous puissiez vous approprier
C'est vous, encore une fois, qui savez, vous vous appropriez et vous allez expliquer. Et alors, c'est là qu'on va avoir besoin, et c'est là que ce qui nous a été présenté par la Belgique est fondamental. Mais moi, j'avais été voir un petit peu, et déjà, on en a discuté tout à l'heure du côté du Québec, parce que le Québec, l'interministériel, ils savent faire. Aujourd'hui, l'interministériel en France, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire, donc on ne fait pas. On ne fait pas. Aujourd'hui, quand commissaire des affaires sociales, c'est la santé, mais c'est aussi le travail. Les ordonnances travail. Actuellement, on travaille sur l'apprentissage, le chômage, la formation professionnelle. Ça vous intéresse aussi? Quand on parle de former les gens, y compris dans les hôpitaux, à la question du handicap psy, mais on me dit, non mais attends, le handicap, tout le monde sait ce que c'est. Je dis, non, non. Et il faut. Quand on parle de la souffrance au travail, ça intéresse la ministre du Travail. Quand on parle de la souffrance dans les prisons, ça intéresse la ministre, la garde des Sceaux. Quand on parle de sécurité de quartier dans la ville, on est en train, là aussi, nous législateurs, de réfléchir à la fameuse loi Élan, vous en avez peut-être entendu parler, logement numérique. Mais logement numérique, l'article 43, le logement d'abord, ça vous parle, Housing First. On a su faire ça en expérimentation. Mais ce n'est pas traduit dans la loi jusqu'à comment on accueille dans la société, comment on remet la maison au centre, la maison du patient, du citoyen, à un moment de sa vie, ça peut être vous, ça peut être moi demain, au centre de ses propres besoins, et comment on articule et comment on propose une complémentarité autour des besoins même des personnes. Alors, et il me semble, voilà, je vais juste conclure par ça. Non, mais je veux pas vous faire conclure. Non, non. Je veux pas vous faire conclure. On vous sent un peu pessimiste. Non. On vous sent un peu, un peu mi-figue, mi-raisin. Alors juste un petit truc en passant, moi j'ai bien dégusté l'emprise lacanienne, ça m'a bien plu. Bon, mais vous semblez pas, comment dirais-je, pas sûr, vous semblez pas sûr de vous sur les modalités d'amélioration du système et aujourd'hui les organes et les leviers par lesquels ce système pourrait s'améliorer. Vous nous dites que vous avez besoin du terrain. Nous, on sait qu'effectivement, le terrain peut vous proposer des solutions. La question que se pose le terrain, c'est est-ce qu'il y a des chances que ça aboutisse et que ça aboutisse bien et correctement? Oui, il y a des chances. Il y a plus que des chances. C'est un véritable objectif. C'est un objectif parce qu'encore une fois, l'interministériel, j'allais dire, ne peut que aboutir. Par contre, je ne peux pas vous dire si, et je l'espère vraiment grandement, il me semble qu'il faut absolument que ça soit là. Peut-être pas fin 2018, mais on va, dans le PLFSS 2019, sanctuariser ces fameux financements de l'article 51, mais aussi... Et on va créer quelque chose, parce que ça aussi, le modèle français, à aller voir, pas forcément que du côté de la Belgique, mais à aller voir du côté de la prévention. On n'a jamais déterminé une organisation réelle et des financements pour la prévention. La prévention en santé mentale, vous en faites tous, mais on n'en fait pas au niveau de l'éducation nationale, pas du tout. On n'en fait pas dans la vie quotidienne, dans la vie de la société. On n'a même pas... On a une médecine en France qui est extrême... Alors on est génial, on soigne très très bien. On soigne très très bien. Mais est-ce que dans la santé mentale, le soin ne doit pas commencer très en amont, comme on pourrait faire dans la prévention des maladies cardiovasculaires, comme on fait dans le diabète, etc. La question de la prévention en santé mentale, je vois qu'il y a pas mal de questions de lois qui se lèvent, et je vais m'arrêter là. Voilà, et je crois que ça... Et ça, alors ça je peux vous dire aussi, là, à partir d'octobre, on inscrit cette technique, un nom d'âme, c'est un mot un peu qui fait un peu peur, mais un acronyme, on inscrit un budget pour la prévention. Et là, ne loupez pas le coche, tous autant que vous êtes sur le terrain. Allez-y par le fameux article 51, allez-y par ce budget de la prévention, frappez à la porte de vos ARS, parce que nous, pendant ce temps-là, on est en train
d'imaginer, redonner, requalifier les tâches qui doivent continuer d'exister, d'évaluation, de contrôle des ARS, mais plus du tout de vous expliquer comment vous devez travailler sur le terrain. Alors, on va prendre une question et puis après on va devoir s'arrêter puisqu'il y a une session qui va nous succéder dans cet amphi. Madame, on ne va pas vous entendre, alors je vais monter vous donner le micro. Je représente une association de patients qui s'appelle Promesse. Et le constat que vous faites, que j'ai déjà entendu, et il n'y a pas très longtemps, parce que j'étais allée écouter l'allocation de Sophie Cluzel il y a quelques semaines. Pardon, excusez-moi. Oui, là, c'est bon. Ce constat nous alarme terriblement. Et Madame Cluzel, à la fin de son allocution, à l'égard du public et des associations, nous disait « Soyez patients, ça va changer, nous avons besoin de vous ». Clairement, elle était optimiste après avoir fait un constat plutôt alarmant. Et nous, je dois avouer que nous manquons de patience parce que, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça fait quand même très très longtemps que tout le monde souffre avec ces pathologies. Ce qu'elle nous disait en substance, pardonnez-moi, comme vous le faites maintenant, c'est mobilisez-vous, faites-vous entendre. Est-ce que vous voulez qu'on manifeste dans la rue comme ACT UP? Est-ce que vous voulez qu'on saisisse les instances ce que j'entends, c'est que vous voulez qu'on vous aide. Et c'est très bien, et on est là pour ça, et on est prêt à le faire. Mais je suis quand même un petit peu inquiète, parce que quand je vois le modèle belge, qui nous semble absolument formidable, et ça a quand même pris pas mal de temps, est-ce qu'il va y avoir une véritable entente, concertation entre tous les ministères en France? Est-ce que ça, c'est possible? On parle d'un pays avec... Nous, ça nous étonne, on est plusieurs ici dans la salle. Une fédération avec des gens qui ne parlent même pas la même langue et qui arrivent à se mettre d'accord sur un objectif commun. Et nous, on est tous français, on parle tous la même langue. Et vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Voilà, désolée, je suis un peu longue, mais... Quand même, et pour continuer à positiver, dans la stratégie... Oui, mais elle a raison, bien sûr. Dans la stratégie nationale en santé, les propos d'Agnès Buzyn, notre ministre, elle a placé la psychiatrie. C'est rare d'entendre une ministre parler santé mentale. Elle a parlé de psychiatrie. Dans le discours qu'elle a pu faire, je pense que certains d'entre vous étaient en janvier au congrès de l'encéphale, elle a énormément parlé de psychiatrie. Et comment? Oui, mais parce que... Oui, mais on va pas rentrer... Non, c'est pas significatif du tout. Parce que justement, on veut aller vers un modèle totalement différent. Et ce modèle différent... Alors, vous avez compris qu'il y avait de vraies urgences pour ce gouvernement, urgences économiques, etc. Mais on y est. Moi qui travaille, encore une fois, ça en devient risible parce que 24 heures sur 24, je parle de santé mentale à l'Assemblée. Mais on y est là. On y est et l'interministériel ne peut que aboutir. Quand je vous dis qu'on a besoin de vous, c'est notamment... Là, par exemple, je suis en train d'organiser pour septembre ou octobre un colloque à l'Assemblée nationale pour faire rentrer la santé mentale à l'Assemblée nationale, pour ouvrir les yeux aux législateurs. Mais c'est les seuls qui comprennent, c'est quand ils ont eu affaire eux-mêmes dans un périmètre proche, et on sait que ça doit arriver souvent, parce qu'une personne sur 4 est en difficulté un jour dans sa vie avec des questions de santé mentale. Bien, on va remercier infiniment Bernard Jacob et Martine Vonner qui nous dit qu'elle a besoin de nous et nous allons nous mobiliser. Mais je sais que dans la rue, c'est compliqué parce que vous travaillez et vous n'êtes déjà pas suffisamment nombreux dans les services, donc vous imaginez descendre dans la rue, ça va être très compliqué. Donc on va trouver d'autres méthodes ensemble.